rêve, les saumons voient des cols de montagne et des museaux d'ours bruns penchés sur l'onde claire des torrents. Les vipères, disait-elle, rêvent de planter leurs crochets dans les tibias des chasseurs. Dans leur sommeil, les orfraies s'entendent crier et voient leur double plonger lentement au profond pour attraper les poissons. Les cauchemars de l'hermine sont peuplés des rudes battements d'ailes des chouettes et l'immobilité nocturne de l'orignal subit le souffle qui annonce l'approche des loups gris. Mais de ses rêves à elle, nous n'avons jamais rien su, car ma mère nous tenait à l'écart de sa vie intérieure. Nous savions que les abeilles rêvaient de roses, les roses des palmins des fleuristes, tandis que les araignées rêvaient des sphinx qui se prendraient dans leurs toiles argentées. Enfants, nous étions les dépositaires de ces éblouissantes vêpres de l'imagination, mais nous ignorions que les mamans rêvent aussi. Chaque jour, elle nous emmenait dans la forêt ou le jardin, et elle inventait un nom aux animaux comme aux fleurs que nous croisions en chemin. Une uranie devenait ainsi un patte noire à sourire d'orchidée. Un champ de jonquilles au mois d'avril se transformait en ronde des petites baratteuses de beurre. Par son attention aux choses, maman était capable de faire d'une simple promenade autour de l'île un véritable périple d'explorateur. Ses yeux étaient les clés qui nous permettaient d'accéder au palais de la nature sauvage. Ma famille vivait dans le splendide isolement d'une petite maison blanche, construite en partie par mon grand-père, sur Melrose Island. La maison donnait sur le chenal où l'on apercevait en contrebas, au bord du fleuve, la ville de Colton, avec ses blanches demeures posées sur les marais comme les pièces d'un échiquier. Cette île est un morceau de terre en forme de losange, 500 hectares entièrement cernés par des cours d'eau salés, grands ou petits. Le paysage insulaire où j'ai grandi forme un archipel semi-tropical et fertile qui doucement prépare l'océan à la monumentale surprise du continent à venir. Melrose n'est que l'une des 60 îles marines du comté. La frontière orientale est constituée en une barrière de 6 îles façonnées par leur affrontement quotidien avec l'océan Atlantique. Les autres îles marines, comme Melrose, dévorées par de vastes étendues marécageuses, constituent de verts sanctuaires où viennent frayer, la saison venue, des crevettes brunes et blanches. Et quand elles arrivaient, mon père et d'autres avec lui étaient à l'affût dans leurs jolis bateaux. À l'âge de 8 ans, j'ai aidé mon père à construire le petit pont de bois qui relia nos existences à une étroite chaussée menant, à travers les marais, jusqu'à Sainte-Anne, une île beaucoup plus grande et elle-même rattachée à Colton par un long pont basculant en acier qui enjambait le fleuve. Au volant de son pick-up, mon père mettait 5 minutes pour aller de chez nous au pont de bois, et il lui en fallait 10 de plus pour rejoindre la ville. Avant le pont, c'est-à-dire avant 1953, ma mère nous emmenait à l'école en bateau. Par tous les temps, elle nous faisait traverser le fleuve le matin, et l'après-midi, elle nous attendait au quai. Ce moyen de gagner Colton resterait toujours le plus rapide, et aucun camion, jamais, ne ferait mieux que le Boston Whaler. Ces années où elle nous accompagnait en bateau firent de ma mère un pilote hors pair de ce genre de petite embarcation. Encore que, une fois le pont construit, elle ne remit pratiquement plus les pieds à bord. Ce pont qui n'était pour nous qu'un moyen d'accéder à la ville, reliait ma mère au monde qui existait par-delà notre île, un monde incroyablement riche de promesses. Melrose constituait l'unique patrimoine notable du côté de la famille de mon père, un clan placé sous le signe de la passion mais aussi de la malchance et dont le déclin fut, après la guerre de sécession, rapide, certain et sans doute inéluctable. Mon arrière-arrière-grand-père, Winston Shadrach Wingo, avait commandé sous l'autorité supérieure du général de Beauregard une unité du régiment d'artillerie qui fit feu sur Fort Sumter. Il mourut misérable dans un hospice de soldats confédérés à Charleston, et il refusa jusque sur son lit de mort d'adresser la parole à un seul Yankee, hommes et femmes confondus. Il avait gagné Melrose au jeu du fer à cheval vers la fin de sa vie, et cette île, en friche et infestée par la malaria, fut transmise de Wingo en Wingo sur 3 générations de la dynastie déclinante jusqu'à échoir à mon père, par défaut. En effet, mon grand-père s'était lassé de ce titre de propriété et mon père fut le seul Wingo prêt à payer l'impôt fédéral et celui de Caroline du Sud pour empêcher le gouvernement de mettre la main sur l'île. Ce qui n'empêcha pas cette partie de fer à cheval de revêtir une dimension mythique dans notre histoire familiale où serait honorée à jamais
La mémoire de Winston Shadrach. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.